Bonjour à tous. En 2017, Vladimir Poutine a déclaré que celui qui sera le leader en intelligence artificielle dominera le monde. 6 ans plus tard et l'apparition d'un petit logiciel dénommé ChatGPT, cette déclaration pourrait bien faire office de présage tant les possibilités que nous offre ChatGPT, qui n'en est qu'à ses balbutiements, impressionne la planète entière. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner nos sociétés de manière significative, parce que ChatGPT n'est que la partie émergée de l'iceberg, et sans le savoir, tous les jours, l'IA vous accompagne. Elle est déjà utilisée dans presque tous les domaines, que ce soit la médecine, la finance, l'agriculture, la sécurité ou bien même les transports. Et ce n'est que le début, parce que l'IA peut permettre de réaliser des tâches plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût, et surtout prendre des décisions plus précises et plus justes. Cependant, elle soulève également des préoccupations en matière d'éthique, de sécurité et de responsabilité. Par exemple, l'intelligence artificielle peut être utilisée à des fins malveillantes, comme le deepfake, qui permet de créer des vidéos manipulées pour tromper les gens ou causer des dommages à leur réputation. Mais avec cette puissance et cette rapidité, l'autre question que l'on peut se poser est simple. Sommes-nous prêts à absorber, à accompagner les bouleversements à venir ? En ce qui me concerne, je pense que oui, parce qu'il ne faut jamais oublier que la seule intelligence qui se trouve dans l'IA, c'est de l'intelligence humaine. Et on en parle tout de suite avec mon invité. Et mon invité, c'est vous, Geraldo Lubowicz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, consultant média spécialisé dans l'IA, le deepfake. Vous êtes aussi le créateur de la newsletter Synth, SYNTH, que l'on retrouve sur votre site journalisme.design. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, avant de commencer et rentrer dans le thème d'aujourd'hui, un mot rapide sur ChatGPT. Vous l'avez vu venir. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dedans ? Alors, on avait vu venir un certain nombre de travaux universitaires assez tôt, on va dire. Tôt, c'est il y a combien de temps ? Il y a 5-6 ans, où on a vu un peu commencer à se développer ce genre de choses. Il y avait eu des travaux notamment aussi à travers les traducteurs automatiques qui étaient là. Puis après, ça a été sur les mêmes technologies, les mêmes bases technologies, plutôt du travail sur l'image. Mais alors, effectivement, le développement, l'inertie qu'a pris ChatGPT à partir de son déploiement public, là, pour le coup, personne ne l'a vu venir. Je crois même que, d'ailleurs, OpenAI ne l'a pas vu venir non plus. Et que donc, du coup, là, pour le coup, ça a été une vraie surprise qui nous a tous saisis. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus ? Ce qui est le plus impressionnant en réalité, c'est en fait peut-être l'addiction en fait que ça génère. Le côté, il y a un côté anthropomorphique très très fort. On s'engage dans une discussion. Il y a eu un journaliste du New York Times qui s'est même laissé un peu prendre au jeu. Donc on sent bien que quand même cette interaction homme-machine, elle fait appel à des références science-fictionnelles un peu. Le discours avec R2D2 ou d'autres androïdes, et on aimerait tomber facilement là-dedans. Et c'est donc voilà, un aspirateur à fantasme un peu. Alors je le disais en préambule, l'intelligence artificielle est partout, on ne s'en rend pas forcément compte, elle est même dans notre téléphone, elle est absolument partout. Mais là, avec ChatGPT, est-ce qu'on ne vient pas d'ouvrir la boîte de Pandore ? Est-ce que dans les 5-10 ans à venir, il va y avoir d'autres logiciels ou programmes, je ne sais pas comment on peut les nommer, qui vont de la même manière que ChatGPT a révolutionné l'aspect rédactionnel un petit peu, l'écrit, est-ce qu'il va y avoir autre chose en médecine, dans l'espace? Vous êtes sur quoi en ce moment ? Qu'est-ce que vous suivez de près ? Alors en fait, ChatGPT, donc c'est un outil qui permet, un chatbot, donc un outil de conversation qui permet à la fois de répondre à un certain nombre de questions, de requêtes, qui sont formulées par un utilisateur, interface hyper simplifiée, mais tout ça, ça repose sur un modèle d'algorithme, donc des maths, qui en fait exploite un modèle de langage. Et c'est vraiment ça en fait qui est la révolution, moins que ChatGPT, c'est cette utilisation de modèles de langage appliqués aux intelligences artificielles qui va être amenée à se développer dans les années à venir. Et là, pour le coup, on est vraiment à un tournant structurant réellement de la technologie, parce que
au-delà en fait de la partie simplement jouer, en fait, on est dans une optimisation de productivité. On est aussi dans un discours techno entre des puissances géopolitiques assez fortes. On est aussi dans un projet de société de remplacement de certaines tâches humaines par la machine. Faut-il l'accepter? Faut-il au contraire résister? Voilà, il y a beaucoup de dimensions qui vont être impactées. Ce qui est sûr, c'est que pour le coup... Quand vous dites beaucoup, je vous coupe, excusez-moi, quand vous dites beaucoup, vous voulez dire toutes les dimensions ? Potentiellement, alors pas toutes les dimensions bien évidemment, là en fait le phénomène qui a un peu saisi notamment les médias par exemple, c'est qu'on se sentait à l'abri de l'automatisation, les cols bleus, ce qu'on appelle les cols bleus, les ouvriers, les travailleurs manuels on va dire, ou de service, en fait ont subi une certaine automatisation dans les années 70 avec l'arrivée des robots et des chaînes de montage automatisées, et même un peu avant. Là c'est les cols blancs, ouais. C'est les professionnels intellectuels qui se sentent menacés directement. On a vu des juristes protester quand on a appris que GPT-4 était capable de passer le concours du barreau aux États-Unis. Voilà, les journalistes se sentent évidemment menacés, les illustrateurs, les créateurs de contenu, bref, il y a beaucoup de sujets comme ça, de métiers, de professions qui sont, dit-on, potentiellement impactés à 5 à 10 ans à venir. Beaucoup comparent l'arrivée de l'IA à la roue, voire l'électricité. Vous êtes d'accord avec cette notion ou c'est un peu exagéré quand même ? Alors, je suis moyennement d'accord. Non, en réalité, c'est encore un sujet à débat. C'est-à-dire que la roue, une fois qu'elle a été inventée, c'était une roue, quoi. Hein, c'est un cercle. Voilà. L'électricité, pareil, c'est un flux. Donc, en fait, c'est des technologies qui n'évoluent pas. Là, pour le coup, on est dans une technologie évolutive. Hein. Il y a eu, par exemple, Midjourney, qui est un logiciel de génération d'images à base d'intelligence artificielle, est sorti au mois de mars 2022, donc il y a à peu près un an. Et il y a déjà eu 5 versions, et entre la version du mois de novembre et la version qui est sortie en mars là cette année, ça n'a rien à voir. On est dans des niveaux de réalisme qui sont exponentiels, et à chaque fois les modèles s'améliorent, les modèles sont raffinés. Il y a évidemment tout un tas d'ingénieurs qui travaillent dessus, à tel point que même pas plus tard qu'hier, on a eu une lettre ouverte qui a été publiée pour dire attention, faisons une pause de 6 mois dans le développement ou en tout cas dans l'entraînement de ces modèles-là, parce qu'ils peuvent être un peu compliqué à gérer. Est-ce que vous connaissez Audrey Kim ? Alors non, mais je suis sûr que... Alors Audrey Kim, c'est la directrice de l'exposition Misalignment Museum à San Francisco. C'est une exposition autour de l'IA et elle explique pourquoi elle a créé ce musée. On écoute et je vous demanderai après votre avis. Je pense que cette technologie est si puissante et si vaste qu'il est difficile de savoir ce qu'elle implique. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment voulu que ce musée soit un espace où l'on ne prenne pas de décision ou d'opinion sur l'une ou l'autre de ces technologies, mais où l'on crée vraiment un moyen de comprendre la technologie elle-même. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que plutôt que d'essayer de combattre la technologie, essayez de l'apprivoiser, parce que de toute façon, le combat est perdu d'avance. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je ne suis pas si d'accord que ça non plus. En fait, en l'occurrence, oui, je pense qu'il est important de comprendre comment la technologie fonctionne pour des simples raisons pratiques, mais aussi quelle est la portée de cette technologie, de l'introduction de cette technologie dans nos vies, dans nos sociétés, sur les comportements qu'on peut avoir. Le téléphone inventé par Steve Jobs, l'iPhone, a profondément révolutionné nos usages. Ça a été vraiment un tournant aussi, pareil, dans l'histoire technologique. On n'a pas fini d'en mesurer les effets et les conséquences, et donc il faut vraiment évaluer ça dans notre société, dans la manière dont ça va créer un futur pour nous collectivement, l'effet que va avoir les IA. Donc le combattre peut-être pas, mais en tout cas l'observer avec un regard critique et mesurer, probablement oui. La pédagogie, ça va être primordial avec ces nouvelles technologies. Vous pensez qu'un jour il pourrait y avoir des cours
dans les collèges, dans les lycées, sur l'intelligence artificielle, comme il y a des cours sur les maths, comme il y a des cours sur le français? Alors, j'espère. Il faudrait peut-être. Il faudrait, oui, en effet. En fait, il faudrait, comme tous les cours liés à la technologie, en fait, on présuppose en fait que la technologie est simple à appréhender. En réalité, on n'est plus face justement à un marteau, à un clou ou à une scie sauteuse. On est vraiment face à des objets extrêmement complexes et qui façonnent nos habitudes, qui nous guident toute la journée pour prendre la route, pour aller manger quelque part, et donc tout ça c'est à la fois alimenté par de l'IA, par des devices qui nous aident, des terminaux qui nous accompagnent tous les jours. Il faut être en capacité de comprendre leur portée et leur impact sur nos vies. Quels sont les enjeux économiques pour les sociétés? Parce que Goldman Sachs a annoncé là, il y a quelques jours que l'intelligence artificielle allait supprimer près de 300 millions d'emplois. Mais quand on est comptable, technicien, magasinier, vendeur, difficile de devenir développeur. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là? Alors, oui, la question, elle est pertinente. Effectivement, il y a eu un autre rapport par OpenAI lui-même qui disait que le patron lui-même, Sam Altman, c'est Sam Altman qui, en fait, globalement, a dit que ça allait impacter plus que supprimer près de 19% de la... oui, il fait attention à ce qu'il dit, on veut comprendre. De la masse de travailleurs aux États-Unis, ce qui représente quand même 25 millions de personnes. En France, l'équivalent, on est à peu près à 5 millions de personnes qui seraient touchées. En plus des niveaux, on va dire, de compétences, de salaire assez forts. En fait, c'est aussi cette question-là, quand on parle de savoir s'il faut faire un choix, s'il faut résister ou pas. En fait, la technologie existe. Est-ce qu'il faut obligatoirement l'adopter? Pas forcément. Là où il y a effectivement une plus-value assez importante, il est potentiellement intéressant de l'utiliser si effectivement on arrive à détecter un certain nombre de maladies grâce à ça, à recomposer en fait l'ADN ou alors un certain nombre de protéines, évidemment pourquoi pas, pour soigner des maladies particulièrement difficiles, et notamment les vaccins Covid-19 ont pu bénéficier de certains de ces apports technologiques. En l'occurrence, d'autres professions peuvent être impactées, mais là pour le coup on a mal à discerner en réalité l'apport de l'IA. Refaire des illustrations par une IA ou par un illustrateur, peut-être que l'illustrateur est une voie à privilégier plutôt que l'IA, sachant que le gain là-dedans n'est qu'un gain économique, un gain de productivité et pas forcément un gain en qualité. Et même si c'était un gain en qualité, on perd cette relation humaine, ce tissu-là. Donc il faut faire attention à comment et pour quelle fin on utilise cette techno. Non, mais si je vous pose cette question, c'est parce que les propriétaires d'un gros groupe allemand de presse qui sont aussi propriétaires de Bild, qui est un des premiers quotidiens ou de je ne sais plus, les plus lus, a dit carrément que lui, il allait supprimer, vous me disiez, les 2/3 de ses journalistes? Alors, c'est Axel Springer, oui, effectivement, et d'autres groupes ont suivi un peu l'annonce. CNET aussi, également, aux États-Unis, a indiqué qu'il allait y avoir des licenciements suite, en fait, à cette utilisation de l'IA dans les rédactions. Bon, évidemment, c'est clair que, en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de tâches qui étaient effectuées à une époque par un certain nombre d'individus qui peuvent être remplacés sans perte qualitative, on va dire, par l'IA. Donc là, c'est un choix économique et presque idéologique. Est-ce qu'on remplace l'homme par la machine ou pas? Bon, c'est un usage. Je considère pour ma part que globalement, l'IA peut être utilisée, par exemple, dans la presse, mais pour améliorer en fait l'accompagnement des lecteurs ou en tout cas du public, pour mieux comprendre l'information, pour la digérer, pour avoir du contexte, etc., plutôt que de supprimer des postes dans la rédaction qui, à mon avis, sont nécessaires. Alors vous en disiez un mot tout à l'heure, et puis je le disais en préambule, Vladimir Poutine donc, a annoncé il y a 6 ans que celui qui contrôlera l'IA sera le maître du monde, en gros. C'est un peu effrayant d'entendre ça parce que c'est Poutine qui le dit ou parce que c'est une vérité implacable? Alors c'est une vérité qu'on essaye de vendre comme étant implacable. Quand on va sur les réseaux, on voit bien qu'il y a des défenseurs de cette thèse-là, que le rouleau technologique avance et qu'il n'y a rien à faire. Évidemment, il y a quand même un enjeu géopolitique très important entre notamment les États-Unis et la Chine pour pouvoir se positionner, mais il n'y a pas que ces pays-là qui se positionnent sur l'échelle mondiale, en fait, sur
voilà, la France aussi essaye de tirer son épingle du jeu. L'Europe se positionne plutôt en intermédiaire, en mode régulateur, un peu comme il a fait avec le RGPD, en disant bon bah voilà, bah nous on n'a pas forcément le pétrole, mais on a les idées, et donc du coup on va aller plutôt donner le cadrage moral, le cadrage de pratique légale qui pourra se déployer dans le futur. Mais c'est vrai que on peut se dire globalement que ceux qui détiennent la technologie ont un avantage, puisque à la fois ils détiennent la technologie, mais ils récupèrent aussi les données. Ils ont un poids assez important pour forger un peu la régulation dans leur propre pays, et donc du coup donner le ton pour le reste du monde, quelque part. Là, on pourrait considérer, on parle de géopolitique, on pourrait considérer que l'IA puisse devenir une arme de destruction massive ? Alors, une arme de destruction massive, peut-être pas. En fait, l'idée, c'est pas d'effrayer. Je pense pas qu'en réalité, on en soit à s'envoyer des IA sur la tête, comme on pourrait s'envoyer des missiles. Non, mais parce que vous en parliez, je pensais aux data, justement, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la data, mais c'est quand même le cœur de la puissance de l'IA. C'est-à-dire que sans data, l'IA n'est rien. On est d'accord, c'est une coquille vide. C'est ça. Donc, est-ce que l'IA peut aller détruire des data centers ? Est-ce que, pour le coup, c'est comme si vous faisiez exploser des réservoirs de pétrole il y a 50 ans, on est un peu sur le même... Enfin, c'est la quête de l'or noir, c'est la quête du nouveau pouvoir. En tout cas, c'est sûr que s'il y a un problème au niveau de... Alors, il faut voir qu'il y a deux types de données, en fait, qui sont exploitées par l'IA. Il y a une donnée d'entraînement qui est là pour, en fait, éduquer. C'est le deep learning ? Alors, c'est les données qui permettent aux IA, à travers l'apprentissage profond, le deep learning, de développer leur modèle et de comprendre un certain nombre de choses. Alors, le deep learning, c'est de fait quelque chose et l'autre contrôle ou corrige et c'est un va-et-vient. C'est ça, c'est globalement un jeu de va-et-vient, de vérification de ce qui a été fait, et on corrige au fur et à mesure, et on apprend à travers ce qu'on appelle malencontreusement un réseau de neurones. C'est pas des neurones biologiques, mais c'est, on va dire, la reproduction mathématique du fonctionnement des neurones. Et l'idée, c'est de calquer en fait les techniques d'apprentissage de l'intelligence artificielle sur celles de l'être humain. Et donc cette base de données-là, qui sert à l'apprentissage, elle est fixe, elle ne bouge pas, et c'est ce qui fait qu'on a différentes versions de ChatGPT, c'est qu'à chaque fois, on va élargir le nombre de paramètres, c'est-à-dire de données qui sont contenues dans cette IA. Et puis après, derrière, on a plutôt des données qui sont de l'ordre du contextuel, on va dire, et là, pour le coup, peut-être qu'il y a un peu plus on va dire, de portes d'entrée pour pouvoir affecter les IA, mais en soi, c'est moins ce problème-là que des bases de données, que par exemple l'aspect légal, l'utilisation en fait des bases de données, des textes et des images qui sont comprises dans ces bases de données, où là, il peut y avoir une dispute sur la légalité en fait d'avoir d'abord regroupé l'ensemble de ces données dans un même ensemble, et puis de les exploiter à des fins commerciales. Là, il y a aussi un autre aspect, c'est sur la liberté, la vie privée, la liberté de chacun. L'IA dans le contrôle, avec la reconnaissance faciale, elle est très utilisée en Chine notamment. Là, pour le coup, c'est peut-être une arme contre les populations et contre la liberté de tout un chacun. Alors pas qu'en Chine, puisque en France, on a voté un texte sur l'utilisation de la reconnaissance faciale dans le cadre des Jeux Olympiques assez récemment. Là, oui. Donc en réalité, en fait, la reconnaissance faciale et donc l'utilisation des données captées par le biais de caméras dans la rue sans le consentement explicite en fait des individus. Là, pour le coup, c'est une question qui est intéressante. Effectivement, on peut se poser la question si ces données-là arrivent dans de mauvaises mains, c'est-à-dire un gouvernement qui serait malveillant à un moment donné ou à un autre de l'histoire du pays, qu'est-ce que ce gouvernement pourrait faire ? Évidemment, en Europe, ça fait résonner un certain nombre d'événements historiques, pas si récents que ça, mais quand même qui remontent à la Deuxième Guerre mondiale, qui sont assez fâcheux. Mais c'est peut-être pas forcément le plus inquiétant dans l'utilisation de l'IA. Alors, je le disais en préambule également, ChatGPT a impressionné le monde, et notamment l'Afrique, le continent qui est quand même à la pointe sur pas mal de technologies, les nouvelles technologies, que ce soit le Nigeria dans les crypto-monnaies ou d'autres. Notre correspondant au Togo, Nicolas Louya, est allé tendre son micro et a posé la question « Qu'est-ce que vous en pensez ?» On regarde. L'arrivée du ChatGPT en Afrique et plus particulièrement au Togo suscite beaucoup de passion.
Certes, ils sont peu, les Togolais, à s'en servir, mais son utilisation ne cesse de croître de jour en jour dans pas mal de domaines, y compris les commerces, la santé et surtout le secteur de l'éducation. Ces jeunes étudiants, par exemple, que nous avons rencontrés dans les rues de Lomé, affirment qu'ils ne peuvent plus se passer de ce logiciel qui fait des merveilles. C'est très poussé, c'est une intelligence artificielle et on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts avec. Vous entrez quelque chose, vous lui demandez ce que vous voulez. Et cela vous sort des trucs pas possibles. Donc je pense que c'est plutôt, on va dire, l'avenir de la recherche. Pour moi, c'est un outil qui est à la mode. C'est-à-dire dans le domaine informatique, par exemple, ça permet aux informaticiens d'innover, de faire rapidement des recherches, de créer des codes sources, de ressortir des informations plus poussées par rapport à Google. Le mauvais côté de la chose, selon moi, c'est le fait de nous endormir d'une certaine manière, de nous abrutir encore plus. Déjà avec les smartphones, on a déjà du mal à se projeter, à sortir de notre zone de confort, à rechercher à se surpasser. Et là, avec le ChatGPT qui nous facilite la vie, qui nous permet de faire des choses jusqu'en un seul clic, vous avez peut-être un cours ou bien des notions que vous auriez pris peut-être des années à travailler. Vous les avez en quelques secondes. Ça nous empêcherait, en fait, je pense que ça empêcherait l'être humain d'évoluer encore plus. On tend vers la production d'hommes de masse, comme on le dit. Donc c'est là le petit bémol que moi je trouve à la chose. Dans le contexte africain, cet outil de l'intelligence artificielle pourrait littéralement aider à voiler la barrière de langue qui entrave souvent l'adoption de nouvelles technologies. L'anglais étant la langue prédominante dans le domaine de l'IA, mais ChatGPT serait capable de comprendre et de répondre aujourd'hui dans plusieurs langues africaines, ce qui en fait un atout majeur. Gérald, quelle peut être la place de l'intelligence artificielle sur le continent et est-ce qu'on peut s'attendre au même bouleversement que l'on est en train d'observer dans les pays que l'on dit les pays riches? Alors il y a déjà des modèles d'ailleurs équivalents à ChatGPT qui existent, qui sont développés en Afrique. Il y a Indaba qui est un modèle qui a été développé qui regroupe, alors il y a 400 scientifiques de l'intelligence artificielle africaine qui travaillent dessus et globalement c'est une base de données de près de 2000 langages. Voilà, donc c'est quand même assez important. Et là, pour le coup, on a la richesse en fait de la connaissance en fait du terrain, précisément, ce que n'a pas forcément ni OpenAI à travers ChatGPT, ni par exemple Meta à travers son modèle de langage Llama, qui est un peu l'équivalent. Donc là aussi, c'est pareil. Il y a une vision occidentale de créer une IA, et puis il y a d'autres alternatives, une diversité en fait d'approches. Pour moi, à mon avis, évidemment, l'intelligence artificielle au sens large va impacter le continent africain, évidemment, et tous ses habitants, au même titre que nous. Il l'impacte déjà dans ses effets, en tout cas dans nos utilisations. Il y a un papier de Time qui a montré, par exemple, que OpenAI, par contre, utilisait un certain nombre de travailleurs kenyans sous-payés pour pouvoir faire des tâches à travers des tâches de curation de son outil ChatGPT qui était relativement traumatique et un certain nombre de ces travailleurs-là... Quoi, vous voulez dire des machinistes de ChatGPT en fait ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait il faut une curation, en fait il y a un certain nombre de contenus qui sont proposés et il faut en fait, c'est de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que c'est un apprentissage semi-automatique, il y a à la fois une automatisation mais aussi un contrôle humain de la bonne réponse, savoir si c'est en quelque sorte adapté à notre humanité. Et donc à travers ça, il y a un certain nombre de contenus qui sont produits, que ce soit en image comme en texte. Et à travers ça, des contenus relativement choquants, puisque les bases de données qui sont extrêmement larges comportent un certain nombre de données relativement choquantes, problématiques, etc. Et donc du coup, en fait, l'article de Time révèle que globalement, toute une large portion de ces travailleurs-là souffrent de PTSD, c'est-à-dire de syndrome post-traumatique assez important. Donc on est déjà en fait à travers notre déploiement technologique occidental, on va dire un peu on utilise un peu les ressources de l'Afrique et pour le coup, on espère que l'Afrique puisse se saisir de ses propres outils et fasse monter sa propre voie. Vous pensez qu'un jour l'intelligence pourra aider à solutionner la pauvreté dans le monde ou les problèmes de climat ?
L'intelligence humaine peut-être, c'est rarement en fait l'intelligence qui solutionne les problèmes, c'est plutôt le dialogue, la concorde et les bonnes volontés. Mais encore là, on a deux challenges énormes, qui est le changement climatique, les inégalités sociales, tout ça, probablement que l'intelligence artificielle n'arrivera pas à le régler tout seul. Peut-être qu'elle aidera sur certains points. On peut proposer, après c'est l'application et ce qu'on en fait. Et c'est ça, voilà. Et en fait, peut-être qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, une des applications majeures de l'IA, c'est en fait, en tout cas, le développement majeur de l'IA, c'est dans les forces armées. Ouais. Donc, on n'est pas et le développement de drones autonomes. Donc, on n'est pas forcément dans la bonne voie, quoi. Je me suis amusé à anticiper un petit peu et je me suis dit, mais qu'est-ce que donnerait l'intelligence artificielle avec la puissance quantique, des ordinateurs quantiques, et je me suis dit, est-ce que c'est une nouvelle ère ou la fin de l'humanité ? Alors, les ordinateurs quantiques, il y en a 4 ou 5 dans le monde, peut-être un peu plus maintenant, mais en tout cas, de ce que je sais, c'est assez rare. C'est extrêmement cher, et puis c'est très encombrant. Il faut. Oui, mais Gérald, au début, les premiers. Zéro absolu pour les premiers disques durs, les premiers ordinateurs il n'y en avait pas beaucoup, c'était excessivement cher, et maintenant on l'a tous dans la poche. On peut se dire qu'il y aura une amélioration technologique. Évidemment, en fait, alors les ordinateurs quantiques sont dévolus à un certain nombre de tâches très spécifiques, mais si on se disait qu'effectivement il y avait une fusion à un moment donné, oui, effectivement, la démultiplication en réalité des capacités computationnelles d'un ordinateur quantique pourrait en théorie, avec une IA programmée de façon correcte, provoquer des choses peut-être fantastiques, non, peut-être arriver au bout de la fusion, peut-être arriver au bout de ce genre de choses. Mais là, on est vraiment dans du long-termisme. Voilà, on essaye de vraiment, voilà, c'est des scénarios spéculatifs. Allez, une dernière question. Vous êtes inquiet, vous êtes observateur, vous êtes plutôt enthousiaste sur les 5-10 ans à venir ? Je suis un observateur relativement inquiet, mais relativement combatif, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, qu'il y a un certain nombre de débats à mener structurants pour en fait ces 4-5 prochaines années. Et donc oui, effectivement, il y a une inquiétude qui est pas légère de l'ordre du changement climatique, mais voilà, il faut être combatif et optimiste. Alors si on veut avoir des renseignements et en savoir un petit peu plus, donc je rappelle votre site, journalisme.design. Vous participez également à des tables rondes, vous éduquez un petit peu, je crois que dans pas longtemps vous allez, c'est où ? Alors on a une conférence qui se passe le 7 avril à Tourcoing, à Pleine Image, où là je vais animer 3 tables rondes sur l'IA dans les industries créatives, formation, création et business. Donc voilà, ça va être un beau panel où on va discuter IA évidemment. Gérald Olubowicz, merci beaucoup d'avoir été présent et d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Ce TLS+ est terminé. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. Et vous le savez maintenant, continuez à vous informer en regardant Télésud. À très bientôt. Au revoir tout le monde.